Audio Jungle. Salut Nico. Salut Jekebed. Ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va. En tout cas, je suis très très contente de t'avoir dans cette émission Face au miroir. On va apprendre à te découvrir. On va un peu aller dans ton passé. Dans ton passé, très très passé dans ton enfance. Ouais. Et on va cheminer jusqu'à aujourd'hui pour comprendre l'homme que tu es aujourd'hui. Ok, ça va. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Ok, c'est parti. On va commencer par un petit exercice, ok? Je vais te demander de prendre le miroir qui est juste en face de toi. Ok. Ça commence. Ça commence bien. Et regarde-toi bien dans le miroir, ok? Donc regarde-toi vraiment dans le blanc des yeux. Je veux vraiment que tu voies Nico de l'intérieur. Ne regarde vraiment pas l'extérieur, mais vraiment de l'intérieur. Et je vais juste te poser quelques questions et tu vas répondre à Nico. Ok, ça va. Donc pas à moi, tu me regardes pas. Ça marche, ça marche. Qui est Nico? Alors Nico est un jeune homme qui a du vécu, on va dire, et qui aujourd'hui, à l'âge de 23 ans, est fier du chemin déjà parcouru, qui apprend aussi à lâcher prise par rapport à plein de choses, à vivre juste le moment. C'est quelqu'un qui c'est pas facile là, comme exercice. Ouais, c'est pas facile. Mais je dirais que c'est quelqu'un qui apprend à y aller vraiment à son aise, à ne pas se mettre de pression, et à grandir vraiment avec les épreuves, avec les relations, etc. La plus grande réussite de Nico? La plus grande réussite de Nico jusqu'à ce jour. Ah ouais. Franchement, je dirais, c'est très bateau, hein. Tu m'excuseras, c'est très bateau, mais je dirais rendre fière sa maman. Clairement, je pense que pour le moment, c'est ma plus grande réussite. Et je crois que c'est une réussite qui est tellement bateau, symbolique, mais qui au final est peut-être la plus importante d'une certaine manière. Et je dirais quand même que c'est principalement ça, rendre fière sa maman et Ton plus grand échec? Mon plus grand échec. Mon plus grand échec. Ou quelque chose que tu regrettes? Quelque chose que je regrette. Je regrette d'avoir des regrets déjà. Ça paraît bête, mais je crois qu'on vit justement toujours avec des regrets. Enfin, c'est normal d'en avoir en fait, mais je crois que c'est important aussi de relativiser parfois, de dire que on a certainement fait du mieux qu'on a pu. Et voilà, donc je dirais que c'est ça. Mais sinon, pour reparler d'un échec, je dirais quand je me suis trompé, entre guillemets, quand j'ai fait français, quand j'ai commencé mes études de français en supérieur pour faire prof. Mais pour moi, c'est un de mes plus grands échecs parce qu'il m'a permis de me relever assez vite et assez bien. Je me suis redirigé vers la communication. Et aujourd'hui, j'en suis fier. Ça a fortement contribué à la personne que je suis, notamment au niveau professionnel. Donc, je suis assez content à ce niveau-là aussi. Un animal qui te définit? Ça, c'est vraiment le genre de question auquel j'ai jamais vraiment pensé. Un animal qui me définit... Par un trait de caractère Alors, c'est un peu paradoxal, mais je dirais le chat. Paradoxal dans le sens où j'aime pas les chats. Mais ce sont des animaux qui sont particulièrement autonomes, je dirais, indépendants, solitaires, mais qui ne sont pas contre le fait d'interagir, de se faire câliner, d'aller à l'aventure, de rencontrer des gens, etc. Donc, a priori, là, comme ça, c'est le chat qui me vient en tête pour ces raisons-là. D'accord, merci. Je vais te demander juste de déposer le miroir. Alors, qu'as-tu pensé de faire cet exercice-là où tu te parles un peu à toi-même? Franchement, c'est hyper intéressant parce que déjà, moi, je suis quelqu'un qui peut avoir le regard un peu filant comme ça, tu vois. Donc, c'est-à-dire que je suis vraiment pas... j'ai du mal à me regarder trop longtemps, justement, au miroir et tout. Et en fait, il faut se concentrer à répondre aux questions et, tu vois, bien
Enfin, je sais pas, je trouve que c'est assez intéressant comme ça parce que clairement, je me suis parlé à moi-même, tu vois, en fait. Enfin, c'est bête, parce que je me regarde au miroir, mais je réponds à ta question, mais en vrai, je me regarde moi et c'est à moi que je parle. Donc, je trouve que la démarche est hyper intéressante. C'est un exercice que j'avais jamais fait et franchement, c'est assez intéressant. Ouais. Alors, on va continuer. Bon, là, tu seras plus face au miroir, face à ton histoire. Okay. Et je vais commencer par une petite photo, une photo de toi, quand tu étais plus jeune, s'il te plaît. Merci. T'avais quel âge sur cette photo? Alors là, j'avais 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. T'habitais où en Belgique? Ouais, j'ai toujours habité en Belgique. Ah, t'as toujours habité en Belgique? Ouais, toujours à Bruxelles. Moi, j'ai principalement vécu à Ixelles. Ah, ok, d'accord. Voilà. Explique-nous l'environnement dans lequel ce petit Nico a grandi. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était quoi ses rêves? Un enfant difficile ou non? Du coup, là, à cette époque-là, on va dire que déjà, au niveau familial, moi, j'ai toujours vécu dans une famille monoparentale. Donc, avec ma maman, mon grand frère, dans un premier temps, parce qu'il y en a 2 qui sont arrivés après, frères et sœurs. Mais donc, à la base, voilà, on était à 2. Du coup, j'ai jamais eu de figure paternelle. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, d'une manière ou d'une autre, voilà, ça a contribué à faire la personne que je suis aujourd'hui et que, tu vois, ça m'a impacté d'une certaine manière. Mais sinon, le Nicolas de cette époque-là, il est facile à vivre en tant qu'enfant. Donc, pour ma maman, il est facile à vivre. Il est très maman, justement. Il est très proche de sa maman. Il a du mal à la quitter, en fait, même physiquement, tu vois. Genre, j'ai toujours été accroché à ma mère, même dans un environnement familial. C'est-à-dire que même quand j'allais, je sais pas, chez ma tante, chez des cousins, etc., il fallait que ma mère soit juste à côté de moi, sinon je pouvais pas, tu vois. J'étais un petit peu... un petit peu... un fils à maman? Ouais, un peu, ouais. Un fils à maman sans être gâté, tu vois. Pas dans ce sens-là, mais fils à maman dans le sens... très proche d'elle. Et ce qui n'était pas le cas de mon frère du tout. Et sinon, je dirais que ce Nicolas-là est un garçon assez réservé, qui n'a pas énormément confiance en lui. Et voilà, mais qui est quand même, qui reste un enfant ordinaire et qui reste un petit garçon passionné, notamment par le foot, quoi. Tu disais que tu as vécu avec ta maman dans ton enfance et que ça a eu un impact aujourd'hui, mais tu es un homme. Et c'est vrai que souvent, un homme éduque un homme et une femme éduque une femme, surtout dans certaines communautés, les communautés africaines. C'est l'homme, le papa, qui apprend au petit garçon à être un homme. Du coup, tu n'as pas eu cette figure-là. Est-ce que tu penses que si tu aurais eu papa dans ton enfance, tu aurais été quelqu'un d'autre? Alors, ouais, clairement. D'office. Après, je fais déjà la parenthèse maintenant, mais j'ai revu et renoué avec mon papa vers l'âge de 10-11 ans, je pense. Donc ça reste quand même tardif, tu vois. Parce qu'à la base, j'ai vraiment jamais vécu avec lui. Je veux dire, j'ai pas de souvenir de mes parents ensemble, dans le même foyer avec moi. Tu vois. Quand on est enfant et qu'on voit ça, et qu'on n'a pas ce papa, maman à la maison, comment on le vit? En fait, c'est difficile à dire parce que sur le moment, en fait, ton environnement il est comme ça, donc tu l'interroges pas forcément, surtout à cet âge-là, tu vois. Tu te dis pas spécialement c'est bizarre de pas avoir papa. Enfin, bien sûr que tu te le dis, tu vois, mais je veux dire, ça t'empêche pas de vivre non plus, tu vois. Je veux dire, ta maman, elle a toujours joué les 2 rôles, et voilà, tu grandis dans cet environnement-là et t'as l'habitude, en fait, tu vois. Après, pour répondre à ta question, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Clairement, mais je sais pas te dire dans quel sens, en fait, parce que j'ai finalement pas assez vécu avec mon père, tu vois. C'est venu assez tard. Et quand on s'est revus, quand on a renoué, etc., c'était vraiment de manière assez... et ponctuelle. Ouais, ponctuelle, sporadique. C'était jamais vraiment, par exemple, une semaine chez lui ou un week-end, tu vois. J'ai toujours vécu avec ma mère et voilà, quoi. Donc oui, je pense que ça m'aurait impacté, mais je sais pas quel homme j'aurais été aujourd'hui. Peut-être un homme... non, je sais pas, franchement, je sais pas. En fait. J'allais dire un truc, mais j'en sais rien, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. C'est difficile à dire, franchement. Et le fait d'avoir eu qu'une présence féminine, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté... ça m'a montré qu'en fait, tu peux être une femme et tout à fait indépendante et aussi chercher justement à te suffire à toi-même. Parce que je pense que c'est quelque chose que ma maman a beaucoup
revendiqué, pas revendiqué de manière explicite, mais qui a toujours voulu voilà, faire les choses par elle-même, avec ses propres moyens, et en être fière, tu vois. Donc voilà, j'ai pu avoir affaire à une figure maternelle et féminine de courage, de persévérance, d'abnégation, de force en fait, vraiment. Et encore une fois, c'est assez bateau de dire ça, mais je vais dire, c'est beau en fait, tu vois, moi je trouve ça incroyable de voir que finalement ma mère m'a éduqué, a éduqué mes frères et sœurs, elle a éduqué 4 enfants toute seule, et elle peut être fière de ce qu'on est aujourd'hui, tu vois, de ce qu'on est devenu, de ce qu'on devient, et du chemin parcouru, parce qu'elle vient aussi de loin, tu vois. Et voilà, quoi. Et dans l'enfance, tu as senti ce manque quand même, parce que tu disais que maman a un peu fait les deux rôles. Est-ce que par les deux rôles qu'elle a fait, est-ce que tu as pas ressenti de manque, ou à un moment donné, une femme reste une femme, une mère reste une mère et un père reste un père? Après là, je pense que, genre, tu vois, en regardant un peu les choses dans ce sens-là, j'ai l'impression qu'on peut vite aussi rentrer dans des dans des idées préconçues par rapport à la parentalité, tu vois, dans le sens où le père il va t'apporter ça en tant que parent, la maman elle va plus t'apporter ce genre de choses en tant que parent, alors que moi justement j'ai vécu dans un environnement où au final ma mère m'a éduqué comme elle a pu, comme elle l'a souhaité, et d'une certaine façon je pense quand même que j'y ai trouvé mon compte, mon équilibre. Même si aujourd'hui, avec le temps, le recul et plus de maturité, je me dis, bien sûr que je me dis que, ah ouais, en vrai, si j'avais eu mon père aussi, d'office, ça aurait été différent et ça aurait été, je sais pas, peut-être une plus-value, peut-être que j'aurais appris plus de choses, ou peut-être que, enfin, je sais pas, peut-être que j'aurais pu, peut-être que j'aurais été vraiment quelqu'un d'autre, et même peut-être dans un sens moins positif, moins reluisant, tu vois, dans le sens où, tu sais, on en parlera, hein, mais peut-être que j'aurais pas été aussi sensible aux questions de genre, par exemple, si j'avais eu mon père et qu'il m'aurait éduqué d'une certaine façon, par exemple. Tu vois, donc, je pense qu'on peut imaginer plein de scénarios qui font que, en fait, c'est difficile d'imaginer, quoi. Et pour être un homme, plus tard, un homme en devenir, est-ce qu'on a besoin nécessairement d'une figure paternelle ou d'un homme, tout simplement, dans son entourage, et surtout dans l'enfance? Je pense quand même, pour devenir un homme quand même, dans le sens où... et je pense que ça, c'est propre au final à tout être humain, tu vois. Je pense que c'est important d'avoir des figures autant masculines que féminines. Je crois que c'est une question d'équilibre, tout simplement. Mais ça aide à la construction. Un garçon, pour vraiment devenir un homme, est-ce qu'il faut nécessairement qu'un homme soit dans les parages pour être un homme? Par exemple, aujourd'hui... Ça peut être un homme plus lointain, tu vois, ça ne doit pas forcément être ton papa ou ton beau-père, ça peut être le papa de ton ami, ça peut être des modèles, en fait, ou ça peut être des stars, tu vois, entre guillemets, des célébrités, ou juste voilà, des hommes que tu connais via, ça peut être un prof. Enfin, tu vois, ça fait tellement de personnes que d'office, à un moment donné, en fait, tu prends un peu de ces gens-là si tu estimes que voilà, ça t'est bénéfique et que tu les considères vraiment comme des exemples à suivre, etc. Tu vas d'office en prendre un peu d'eux, etc. Et en fait, te forger et faire la personne que tu es aujourd'hui. Tu vois. Et de ton expérience, est-ce que tu penses qu'un homme prend, comme tu dis, on doit un peu prendre un peu chez les autres, enfin, on peut prendre un peu chez les autres. Est-ce qu'un homme doit prendre nécessairement chez que les hommes, ou peut prendre aussi chez des femmes pour être un homme plus tard? Il doit prendre aussi chez les femmes dans la mesure où, ça dépend de quoi on parle quand on parle de prendre quelque chose. Moi, je pense que par exemple, pour être un homme, et comme j'appelle moi, mais sans pouvoir parler, un vrai homme, il faut prendre chez les femmes, mais prendre leur réalité en fait. Comprendre ce qu'elles, en tant que femmes, peuvent vivre parce qu'elles sont des femmes. Et en ayant cette conscience-là, justement, c'est pour moi ça qui va faire que tu vas devenir un homme et qui va te forger en tant qu'homme. C'est finalement, pour moi, être un homme, c'est vraiment aussi avoir conscience de ce que les femmes peuvent vivre en tant que femmes. Donc, clairement, tu vas apprendre de tout le monde, en fait. Je pense qu'on s'inspire finalement de tout le monde, de toutes les personnes qui nous entourent, à un degré ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, tu vois, volontairement ou involontairement, clairement.
Et aujourd'hui, je vais te poser une question un peu très bateau aussi. Tu es un homme? Ouais. Et comment tu le définis, toi? Comment j'ai défini? Aujourd'hui, là, le fait d'être un homme. Franchement, je vais encore revenir avec cette histoire. Au-delà du sexe, bien sûr. Ouais. Pour moi, comment je définis le fait d'être un homme? Pour moi, déjà, être un homme, c'est être conscient qu'on en est un. Donc, ça veut dire, c'est être conscient que on vit dans une société qui est, qu'on le veuille ou non, sexiste, misogyne, qui repose sur un système patriarcal, donc sur, je dirais, la domination des femmes. Donc, être un homme, c'est déjà avoir conscience de ça. Bien sûr que tu peux être un homme et ne pas dire ces choses-là comme je le dis là maintenant, mais je pense qu'être un homme, déjà, c'est ça, on va dire. En tout cas, je parle pour le garçon de 23 ans que je suis, pas pour un gamin de 10 ans. Bien sûr que pour lui, être un garçon ou un homme, ça va être différent, tu vois. Mais en tout cas, aujourd'hui, je dirais que c'est déjà avoir conscience de la place dans la société qu'on a, une place de privilégié, une place de dominant. Je dirais aussi qu'être un homme, c'est finalement accepter toutes les manières d'être un homme, en fait. C'est-à-dire que c'est, par exemple, un homme qui va porter enfin, je vais très cliché, très stéréotypé, mais un homme qui va porter une robe qui va se maquiller ouais, je sais pas, mettre du vernis, etc. Ben, si lui se définit comme un homme de cette façon-là, ben, moi je dois pouvoir l'accepter, tu vois, chercher à le comprendre et à être ouvert en fait d'esprit à se dire que finalement il y a autant de manières d'être un homme, il y a autant de manières d'être masculin qu'il n'y a d'hommes sur terre en fait. Tu vois, donc ça veut dire que lui, si lui se sent masculin avec ça, ben moi je dois pouvoir l'entendre en fait et le comprendre. Donc être un homme ou une femme, c'est quelque part ne pas suivre tout ce que la société un peu nous impose sur le fait d'être un homme c'est comme ça et une femme c'est comme ça. Exactement. Et en fait c'est très dangereux parce que c'est ça en fait c'est les dictats et ce que nous dit la société qui nous ferme, enfin qui nous renferme en fait dans ces cases-là, dans ces carcans, dans ces idées reçues sur le fait être un homme c'est ça, être une femme c'est ça, alors que non, par exemple, enfin j'ai pas d'exemple clair, mais ouais, j'ai pas. Par exemple, un homme pleure. Ouais, ben voilà, ouais, c'est ça, par exemple, tu vois. Donc, et ça aussi, c'est une question qui est intéressante, la question de la masculinité toxique, tu vois. C'est-à-dire, un homme, ça doit être fort, ça doit être viril, ça doit être musclé, sportif, ça doit adorer le sport, ça doit être la personne qui ramène le pain à la maison, qui doit avoir un salaire supérieur à la femme. Non, en fait, tu vois, je veux dire. Faut sortir en fait de ces cases-là et comprendre que ouais, la masculinité toxique, enfin la masculinité comme on dit toxique, en fait elle nuit aux femmes parce que du coup on va les dominer par ces carcans-là, tu vois, le fait d'être viril, d'être violent, tu vois. La violence c'est clairement un aspect fondamental de la masculinité toxique, de la virilité, tu vois. Et en fait la masculinité toxique ça nous détruit nous en tant qu'hommes et ça détruit les femmes, en fait ça détruit tout le monde en fait, tu vois. Donc il faut je pense réinventer en fait à chaque fois des manières de se définir homme, femme et aussi je tiens quand même à préciser et se définir aussi comme personne non binaire parce qu'il y a des personnes qui se considèrent comme homme et comme femme ou ni comme l'un ni comme l'autre en fait, donc voilà, enfin, c'est une précision pour être plus inclusif, quoi. Mais, exactement. Mais voilà, donc en fait, c'est vraiment le regard en fait qu'on porte sur soi-même, tout simplement. Si toi, enfin pour moi, être une femme, c'est peut-être avoir des ongles. Enfin, j'ai tous ces exemples, hein. Mais c'est avoir des ongles, c'est être sensible, c'est être faire des métiers d'homme, par exemple. C'est ma définition et ça fait de moi une femme. En fait. Même si elle n'est pas pareille, si ma définition n'est pas pareille qu'une autre femme, je reste une femme et elle est également une femme. Parce qu'en fait, il y a autant de manières d'être femme qu'il y a de femmes. Enfin, c'est très bien comme ça, mais moi je suis convaincu de ça en fait. Ouais, mais je suis convaincu de ça en fait, vraiment, tu vois, j'en suis convaincu de cet adage-là. Et aussi, enfin, t'as dit un truc qui est pas intéressant sur lequel je voulais répondre, c'est que moi maintenant, à mon stade, je dirais entre guillemets de déconstruction, et je vais voir une femme en training dans la rue, en mode, tu sais, lendemain de soirée, machin, en mode déchet, etc. Je vais pas la considérer comme forcément masculine en fait, tu vois. En tout cas, ça c'est mon
Ouais, c'est mon point de vue, c'est ma manière de voir les choses, quoi. C'est qu'elle est autant féminine que, justement, tu vois, la femme qui va être avec tes talons, machin, tout ça. Ouais, un peu comme tu veux, voilà, quoi. Par exemple, tu vois, prends sur ça, tu vois. Donc, voilà. Mais tu parles de déconstruction, et en plus, Ouais. c'est exactement, c'est aussi ce que j'ai écrit. Ouais. Comment on se déconstruit de toutes ces idées reçues? Ok, ouais. Mais surtout lorsqu'on est jeune. Ok. Ouais. C'est une vraie question. Déjà, pour ne pas oublier, je tiens quand même à dire un truc, c'est que faut vraiment considérer la déconstruction comme une ambition et un processus collectif. C'est une question de société, c'est une question de société et une question collective en fait. Ça se fait pas seul, en fait. En fait, je veux dire, la finalité de la déconstruction, c'est que tout le monde le soit, c'est que toute la société le soit le plus possible, même si voilà, il y a toujours des relents et des idées reçues qui nous collent à la peau, parce que voilà, c'est compliqué de s'en détacher. Mais je tiens quand même à dire que la déconstruction, ça doit être un processus qui est collectif et que se déconstruire tous et toutes, chacun, chacune, individuellement, de son côté, dans son petit coin, ça sert à rien. Surtout si en plus tu partages pas en fait ton processus de déconstruction personnelle. Parce que là, à la rigueur, ça peut être intéressant, tu vois, de se déconstruire entre guillemets de son côté dans un premier temps, mais après de partager en fait tous les processus et toutes les connaissances par lesquelles on est passé, tout ce qu'on a découvert au niveau justement de ce processus de déconstruction. Mais sinon, pour la déconstruction, moi, en fait, elle arrive, comment dire, je pense qu'en fait, c'est une question de personne, de qui tu es. Par exemple, moi, je pense que je suis à même de me mettre dans une optique de me déconstruire parce que j'ai la personnalité et j'ai le vécu que j'ai. C'est-à-dire que, par exemple, je pense être capable de pouvoir me déconstruire sur tout un tas de choses parce que je suis une personne qui, à la base, est bienveillante et empathique. Et ça, c'est vraiment des mots, qui sont ultra importants, en fait, pour moi. Et quand on parle de déconstruction, c'est que si, à un moment donné, tu t'es déconstruit et qu'on se déconstruit ensemble, c'est parce qu'à un moment donné, on aura été empathique. Tu vois, qu'on aura essayé de chercher à comprendre et de se mettre à la place de l'autre, de la personne qui est, je sais pas, marginalisée, stigmatisée, discriminée, etc. Tu vois. Et moi, on va dire que, bon, pour parler plus concrètement, mon processus de déconstruction, il a commencé de manière individuelle. C'est-à-dire que j'ai commencé par lire des livres, par regarder, écouter des podcasts. Et puis, on va dire qu'en 2017-2018, j'ai eu la chance d'avoir ce qui était à la base un collectif, mais qui est devenu une ASBL, Bled Art, je ne sais pas si tu connais. J'ai la chance en fait de les avoir proches de moi, tu vois, parce que je les connais, voilà, c'est des personnes intimes, etc. Et en fait, c'est leur travail qui a commencé aussi à faire tout un tas de réflexions et qui m'a un peu ouvert aussi les portes de ces questions-là, tu vois. Par exemple, tu sais, il y a un truc qu'on dit souvent, c'est penser en termes de genre, de classe et de race. Eh ben, cette triptyque-là, je l'ai entendu pour la première fois via elle, en fait, via les membres de Bled Art qui sont donc, comme je t'ai dit, des proches à moi. Et donc, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elle parle toujours de genre, de classe, de race? Pourquoi est-ce qu'elle parle toujours de homme blanc, cis, hétéro, la critique du dominant, en fait, tu vois? C'est ça que ça voulait dire. Au départ, je ne comprenais pas trop pourquoi elle parlait toujours de ça. Et après, parce que je suis la personne que je suis, je me suis intéressé, en fait, à cette problématique-là liée justement au genre, aux classes, à la race, etc. Et je dirais aussi que se déconstruire, ça doit émaner d'une volonté. Si tu ne veux pas, tu ne le feras pas. C'est aussi simple que ça, c'est bête, hein, mais si tu es conscient mais que tu n'as pas envie, tu vas pas le faire. On ne fait pas des choses qu'on n'a pas envie. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'il faut le vouloir, en fait. Si tu es conscient de certains problèmes, de certaines problématiques de société, et que tu veux te déconstruire par rapport à ces choses-là, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, en fait. Il faut prendre le temps de. Et aussi comprendre que ça a un sens. Tu vois, ouais, ça a un sens, en fait. Et c'est, allez, je veux dire, c'est un peu en mode bisounours, mais que c'est pour le bien de l'humanité, en fait. Tu vois, d'en finir avec les stéréotypes de genre, de race, avec la misogynie, etc. Tu vois. Et tu penses que toutes les communautés sont concernées? Parce que, en tant que communauté d'afrodescendance et tout ça, etc., je sais que, effectivement, ces questions, par exemple, de genre, on n'en parle tout simplement pas. Chez nous, c'est l'homme et la femme, elle est ce qu'elle est. Toi, en tant que personne noire, c'est pas
peut-être plus compliqué qu'une personne dite blanche d'être dans cette déconstruction-là, et surtout que ton entourage le constate aussi, peut-être par un commentaire, par ta manière de penser ou ta manière de dire simplement les choses. Est-ce que c'est pas plus compliqué lorsqu'on est une personne dite noire? Donc, pour bien comprendre ta question, est-ce que tu me demandes si c'est plus compliqué en tant que personne noire par rapport à la communauté afro, oui, ou par rapport à tout le monde? Non, par rapport à la communauté afro. C'est une bonne question dans le sens où, en fait, je sais pas, dans le sens où, moi, les personnes noires, avec lesquelles j'interagis sur les questions que je traite, etc., j'ai toujours des échanges hyper intéressants, tu vois. Okay. C'est-à-dire que je parle avec des gens et les gens viennent me parler parce qu'elles veulent avoir un échange, parce qu'elles veulent débattre, parce qu'elles veulent comprendre et parce que voilà, elles se posent des questions et qu'elles veulent interagir en fait, simplement parce que c'est riche en fait d'interagir avec les gens, surtout quand on a des avis qui sont divergents. Mais on va dire que j'ai jamais senti de la part de personnes noires ou afrodescendantes une réticence particulière par rapport à mon travail, par rapport à ce que je peux proposer en termes d'idées, etc., de points de vue, etc. J'ai jamais vraiment eu d'accrochage à ce niveau-là. Donc je dirais pas que c'est compliqué par rapport à mon expérience à moi, mais par contre je sais pertinemment que c'est compliqué parfois dans les communautés afro de parler par exemple juste de transgenres, par exemple de personnes transgenres, de parler d'homosexualité, et ouais, même parler de misogynie parfois aussi, tu vois. Je sais pas si ça vient après, mais moi il y a un truc que je trouve intéressant, c'est de parler de misogynie noire et de négrophobie intériorisée par exemple, tu vois, parce que c'est le fruit d'une aliénation des dominants, donc de la blanchité, mais qui nous a eu aussi dans le sens où ils nous ont dit le noir, enfin le fait d'être noir, c'est pas beau, ça regorge que des choses négatives, de représentation négative. Et ben nous on a fini par l'assimiler en fait. Et moi c'est ce que je trouve le plus dommageable en fait, c'est que nous finalement on a réussi à intérioriser tout ça. Et par exemple en tant qu'homme noir, je me trouve de manière générale, parce que bien sûr, je dis en gros, parce que bien sûr que c'est nuancé et qu'on ne pense pas tous de la même manière, mais en tant qu'homme noir, je me trouve franchement très virulent envers les femmes noires. Je prends un exemple qu'on connaît très bien, qui est vraiment, pour moi, qui symbolise vraiment, cette problématique-là, c'est Aya Nakamura. Je trouve que la misogynie noire, des hommes noirs envers les femmes noires et envers Aya Nakamura, par exemple, c'est assez trash. C'est assez. Moi, je trouve ça hyper triste parce qu'en fait, ça vient de quelque part. Hein, tu vois, c'est la représentation que nous-mêmes, en tant qu'hommes noirs, on a des femmes noires. Ça vient de quelque part. C'est vrai. Et ça vient de la blanchité, de la colonisation, etc. Quoi. Mais voilà, tu as commencé un peu à toucher ce que j'allais te demander. Okay. Ces représentations-là, comme tu dis, ça vient de la blanchité, de toute la colonisation qu'il y a eu, etc. Mais pourquoi? Mais c'est une question peut-être, tu me dis si c'est dans tes capacités. Ouais. Pourquoi les communautés noires, c'est vrai, il y a eu la colonisation et toutes ces choses, mais voilà, il y a notre culture, il y a des traditions qui sont quand même restées, qu'on continue à perpétuer aujourd'hui. Pourquoi les Noirs, les personnes noires, ont accepté les représentations des Blancs, quitte à laisser toutes les représentations qu'on a tout simplement des Noirs, tu vois, par rapport à notre histoire, à nos ancêtres. Pourquoi on a délaissé toutes ces choses pour accepter quelque part ce que les autres disent de nous? Du coup, pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'on a, on va dire, d'une certaine manière, délaissé nos héritages, nos représentations propres, etc., en tant que personnes noires, afrodescendantes, etc., parce que la blanchité était bien trop forte. C'est-à-dire qu'elle s'imposait sur tout le globe. Et à coloniser non seulement les terres, les corps, mais aussi les esprits. Et je pense que c'est universel, en fait, tu vois, de considérer le blanc comme supérieur, entre guillemets, comme supérieur. C'est pas propre aux afrodescendants d'Europe ou d'Occident. Il y a aussi, cette aliénation et ce complexe chez les Noirs d'Afrique. Enfin, je ne veux pas parler en leur nom, mais je pense quand même que voilà, c'est aussi ancré, etc. Et c'est aussi dû aux représentations, je sais pas,
médiatiques, aux représentations qu'on a en fait dans toutes les œuvres en fait, dans la littérature, dans les films, dans les séries, etc. On nous a tellement rabâché de manière insidieuse que le blanc était comment dire le symbole, tu vois, de domination, qu'en fait on a fini par l'intérioriser malgré nous en fait. Et je pense que la colonisation et la domination par l'esprit est beaucoup plus forte et beaucoup plus pérenne que la colonisation, je sais pas, par la terre. Oui, territoriale. Ouais, tu vois, par rapport aux richesses, etc. quoi. Donc, voilà. Une question, comment, enfin, tu as parlé déjà de plein de choses maintenant. Pourquoi tu es aussi sensible et touché par toutes ces choses, tu vois, parce que ce que tu dis, peut-être on va prendre un autre homme de 23 ans, il aura peut-être pas le même discours, ou peut-être qu'il va même pas penser à ça, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu un déclic un jour, un moment pour te dire que, ok, en fait, je vais apprendre. Parce qu'en vrai, c'est ça. Je vais apprendre et me déconstruire. En vrai, c'est une vraie question. Franchement, c'est une super bonne question. Là, comme ça, je te dirais que, allez, grossièrement dit, c'est en moi depuis toujours. Donc, j'étais, je dirais, destiné à m'y intéresser, à faire ce travail-là. Et voilà, le jour où j'en ai eu conscience, ben, j'ai été dans ce sens-là. Et je crois que c'est aussi dû au fait que, justement, enfin, tu dis que je suis sensible à, mais c'est ça en fait la réponse à la question. C'est enfin, tu vois, la réponse est dans ta question, c'est que je suis une personne sensible, foncièrement sensible. Donc, c'est-à-dire que je suis empathique. Enfin, je l'ai pas voulu, tu vois, je l'ai pas décidé, c'est Dieu qui a voulu, tu vois, mais c'est comme ça, ça a été fait comme ça. Et il y avait une raison en fait, tu vois. Si je suis quelqu'un d'empathique, ben voilà, je le suis et je mets ça entre guillemets, je dis bien ça entre guillemets, à profit de questions de société et d'injustice sociale, comme j'aime bien dire, pour essayer de bien regrouper un peu tout, tu vois. Donc voilà. Oui, c'est quelque chose qui était juste présent et qui s'est juste extériorisé c'est ça, en fait. au bon moment. C'est ça, ouais, c'est vraiment ça, ouais. Et au travers de tes réseaux sociaux, enfin principalement Instagram, c'est vrai qu'on te voit vraiment nous informer et nous apprendre. C'est vrai que c'est vraiment pour moi c'est très pédagogue en fait. Tu es vraiment en train de nous apprendre, vraiment de nous apprendre des choses qui étaient peut-être normales ou peut-être dont on se rendait pas du tout compte. Et c'est vrai que tu mets la lumière sur ça et c'est vrai qu'en lisant tes publications, on se dit, ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, pour moi c'était normal. Pourquoi tu as décidé par Instagram de nous apprendre, parce que c'est vraiment de l'apprentissage? Mais déjà, j'ai l'impression que tu peux répondre en plusieurs étapes à ta question, notamment en trois parties. La première partie, je commencerai par dire que, juste pour rebondir sur le fait que tu dis, ah, ça, j'avais pas pensé. Ben ça, par exemple, je pense que c'est une manifestation de ma sensibilité. Tu vois, c'est-à-dire que je vais creuser un truc auquel toi, t'as pas pensé. Parce que moi, justement, je l'ai vu. Parce que je suis tellement, tu vois, en train de surréfléchir, tu vois, de creuser, qu'en fait, j'ai soulevé des trucs auxquels toi, t'as pas pensé, tout simplement. Et sinon, enfin, c'était quoi encore la question? Du coup, donc là, ça veut dire la deuxième étape, de pourquoi tu as décidé de te lancer sur Instagram, de nous apprendre sur Instagram. Alors, déjà, je peux te donner une date assez claire. C'est que ma première publication de cet ordre-là, de ce que je fais aujourd'hui, elle date du 5 juin 2020. Et donc, il y a une semaine avant, on avait George Floyd aux États-Unis qui se faisait assassiner, tu vois, par un policier blanc. Et en fait, cet épisode-là, il m'a, comme je pense la majorité des gens, m'a heurté en fait au plus haut point. Ça a été vraiment, parce qu'en fait j'ai vu quelques extraits de la vidéo et ça m'a, en fait ça m'a rendu fou. Clairement, pour te dire, ça m'a complètement rendu fou. Il y a eu une effervescence juste démesurée sur les réseaux sociaux par rapport à ça, à juste titre, je dis pas, mais tu vois, ça m'a vraiment bouleversé en fait. Ça m'a vraiment très fort bouleversé. Et je me suis dit, ok, je sais pas pourquoi, mais à partir d'aujourd'hui, je vais utiliser mes réseaux sociaux à bon escient, dans un but qui a du sens, qui va pouvoir aider les gens qui me suivent. Pas les aider en mode de, ah, je suis votre sauveur et tout, mais juste donner à réfléchir.
pouvoir permettre aux gens de se sensibiliser par rapport à certaines questions, tu vois, parce que justement, j'avais fait mon travail en amont personnel, mon travail de déconstruction individuelle. Je me suis dit, il faut que je la mette à profit, il faut que j'en fasse quelque chose. Je ne peux pas regarder ça pour moi, tu vois. Et donc, on va dire que l'épisode qui a fait que j'ai commencé sur Instagram à publier et à faire le travail que je fais, c'est George Floyd, en fait. Ça m'a complètement bouleversé. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais utiliser mes réseaux sociaux à bon escient, avec un but qui a du sens et, comment dire, ça m'intéresse pas et ça m'intéresse plus de poster des photos de moi sur Insta et je critique pas les gens qui le font. Au contraire, faites, tu vois, je veux dire, chacun et chacune est libre de faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut, mais moi, ça m'intéresse plus, en fait, à titre personnel. Du coup, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse ce travail-là. Et alors, il y a aussi un autre truc que je vais dire, c'est que là où je me rends compte d'un truc, en fait, aujourd'hui, c'est que souvent, tu sais, j'ai vraiment des retours très positifs, tu vois, et ça fait vraiment plaisir. J'ai vraiment de super retours des gens de manière générale qui me disent, voilà, continue ce que tu fais, comme tu dis, tu vois, tu soulèves des trucs auxquels moi, j'avais pas pensé. Il y a pas très longtemps, j'ai encore 2 personnes qui m'ont dit, ouais, je te trouve courageux. Et moi, je suis là en mode, oh, comment ça courageux, tu vois? Ouais, courageux parce que tu as des points de vue qu'on n'entend peut-être pas tout le temps, surtout de la part d'un homme noir. Et du coup, c'est courageux d'oser sur les réseaux sociaux en parler. Parce que Dieu sait que les réseaux sociaux, c'est chambé. Hein. Tu vois, les gens ne sont pas toujours bienveillants, tu vois. Et voilà, du coup, mais je disais ça pour dire que c'est vraiment cool et ça donne un indicateur intéressant d'avoir des retours des gens, tu vois, sur le travail que tu fais. Parce qu'en fait, on n'est rien sans les autres, qu'on se le dise. Mais je ne veux pas non plus tomber dans le travers, malgré moi, où en fait, certaines personnes vont penser que j'ai la science infuse. Parce que ça, c'est un clair sur lequel je veux mettre vraiment l'accent directement, c'est que moi, je ne suis pas tout Bible. Je ne sais pas tout. Au contraire, il y a parfois des sujets que j'aborde que je ne maîtrise pas, mais dans le sens où je me dis, j'ai une idée concernant cette problématique-là précise, j'ai un point de vue, et je vais en parler parce qu'en plus, les gens peut-être ne connaissent pas ces problématiques-là, notamment les hommes. Et donc, il y a des sujets où parfois, bon, je peux être un peu marcher sur des œufs, en fait, tu vois. Voilà, risquer de me casser la figure, mais je pense que c'est important quand même de faire cette démarche-là. Et un exemple que j'ai, c'était un post que j'avais fait sur les violences gynécologiques et obstétricales, donc les violences qui touchent les femmes enceintes, etc., pendant leur grossesse et jusqu'à l'accouchement. Et par exemple, je pense que c'est une problématique qu'une infinité d'hommes ne connaissent pas. En l'occurrence, c'est notamment des hommes qui me suivent sur les réseaux, mes potes, etc., et des gens que je ne connais pas forcément. Mais pour moi, c'est important en fait, d'en parler, tu vois, et de dire, OK, nous, les hommes, on est privilégiés. Par exemple, déjà, nous, on ne tombe pas en ça, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sujet à toutes les violences qui vont avec le fait d'être enceinte dans le système médical, etc., et gynécologique. Rendons-nous compte en tant qu'hommes que on ne vit pas, par exemple, ces choses-là, ces violences-là, qui sont propres aux femmes enceintes, etc., tu vois. Et donc voilà, je voulais quand même mettre l'accent quand même sur le fait que je veux pas qu'on me prenne pour argent comptant. Je veux pas que les gens se disent, OK, Nicolas, il a abordé ce sujet-là. Je me référais uniquement à sa réflexion et à son poste et me dire, OK, c'est bon, c'est ça. Ça, c'est la vérité. Ce qu'il a dit sur les violences gynécologiques et obstétricales ou sur l'hypersensibilité ou sur les violences pénitentiaires, c'est la stricte vérité. Non, il faut aller voir aussi ailleurs, voir ce qui se dit ailleurs. Et voilà quoi. Tu as dit que tu abordes aussi les questions de genre dans tes publications. Est-ce que tu penses que toutes les violences qui touchent les femmes doivent être nécessairement abordées par une femme? Est-ce qu'un homme reste légitime d'en parler? Déjà, c'est clair qu'il faut quand même remettre l'église au milieu du village, dans le sens où les violences spécifiques que les femmes vont vivre doivent être, mises en avant et véhiculées par les femmes, parce que ce sont elles les premières concernées. Cependant, les hommes peuvent, et pour moi même, devraient s'y intéresser et jouer ce rôle de faire écho, en fait, d'en parler. Tu vois, par exemple, je sais pas, on a parlé de violences gynécologiques et obstétricales, on peut reparler du harcèlement de rue, qui touche quand même en majorité les femmes. C'est normal qu'on ait des femmes qui fassent des collages et tout, tu vois, par exemple le collectif La Fronde, etc., des collages féministes, etc. C'est normal que ce soit elles qui entreprennent ce travail-là et qui comment dirais-je,
Ouais, face en fait, clairement le collage, c'est normal parce que c'est leur combat. C'est le combat de tout le monde dans le sens où les personnes qui harcèlent les femmes dans la rue, en général, ce sont des hommes. Tu vois, donc ça veut dire que... Enfin, tu m'as compris, quoi. Et aujourd'hui, tu te définis comme un homme féministe ou pas spécialement? Ou tout simplement un homme engagé? Bon, alors, ça me fait rire. Mais clairement, je ne me considère pas comme un homme féministe. Et je m'explique. Pour moi, en fait, mais ça c'est mon avis. Hein. Oui, c'est ton avis. Ouais, et j'entends très bien que des hommes ou des femmes ou des personnes non binaires, bien évidemment, ne soient pas d'accord avec moi. Je le comprends tout à fait. Et il n'y a pas de souci avec ça, je respecte entièrement. Mais pour moi, en fait, les personnes qui peuvent se revendiquer féministes sont les femmes. Et les personnes qui se considèrent comme femmes et qui sont perçues comme des femmes. Parce qu'en fait, le féminisme, c'est une réponse, en fait, au système de domination patriarcale dans lequel on vit. C'est une réponse à la domination des hommes sur les femmes et sur les autres hommes. Donc le féminisme, c'est une réponse à ça, tu vois. Et c'est pour ça que le féminisme, ça doit être un super mouvement mené en première ligne par des femmes. Nous, les hommes, on doit être juste derrière et accompagner le truc. Et travailler, en fait. Travailler notamment à se déconstruire en tant qu'homme par rapport à nos privilèges masculins, de genre, etc. Tu vois. Justement, on parle de harcèlement de rue. J'avais fait un post là-dessus. Bah purée, dans la rue, on a de la chance d'être des hommes. On a de la chance. Moi, regarde, en tant qu'homme noir, je me promène à 23h, tard la nuit, je sais pas, dans la rue. Et je m'en fais pas, hein. Je ne m'en fais pas. Et c'est un luxe de ne pas s'en faire. Et surtout, c'est dramatique et c'est anormal au plus haut point qu'une femme ait à s'en faire à cette heure-là, seule dans la rue. Tu vois. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut changer. Tu vois. Il faut se remettre en question, remettre le système en question dans lequel on vit. C'est injuste qu'on ait des privilèges en tant qu'homme. Que dans toutes les strates de la société, on domine les femmes. Même dans l'intimité, on domine les femmes. Même si, par exemple, je suis en couple avec une femme, en tant qu'homme, je vais avoir des relents qui vont faire que je vais la dominer d'une manière ou d'une autre. Quand maintenant je dis à ma compagne, oh, j'aime pas comment t'habiller, mais un autre truc, c'est une forme de domination et c'est pas normal. Tu vois. Ouais. Et quand on est jeune, comment on... avec tout ce que tu dis, comment on fait pour ne plus penser comme ça concrètement? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont regarder et qui sont certainement très d'accord avec ce que tu dis et qui vont voir aussi ce que tu mets sur les réseaux sociaux et qui seront d'accord. Mais comment on fait pour ne plus être ce que la société nous dit? Je crois que c'est super dur. Hein. C'est super dur dans le sens où, en fait, d'une certaine manière, en fait, on remet tellement... Genre, quand on se déconstruit, quand on cherche en tout cas à comprendre ces choses-là, on remet tellement de choses en question. Ouais. On remet tellement en question la manière dans laquelle on a été socialisé, entre garçons, etc., qu'en fait, c'est dur. C'est dur d'aller à l'encontre de tout ce qu'on a appris. C'est dur de désapprendre. C'est très dur. Mais je crois que c'est propre à chacun et à chacune. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas donner de réponse clairement définie, etc. Une vérité absolue. Une vérité absolue, je crois que ça dépend de chaque personne. Et je pense que, comme je disais avant, je disais que se déconstruire, c'est aussi une question de volonté. Il y a des gens qui veulent, ils n'y arrivent pas. Mais quoi? Qu'est-ce qui manque alors? C'est quoi l'ingrédient qui va faire que, en fait, là, c'était le pas de dire, voilà, maintenant je me mets dans cette optique-là, je vais là. C'est dur. C'est dur. Je sais pas encore, c'est dur. Difficile. Ouais. Et aujourd'hui, Nico, d'aujourd'hui, qui est juste en face de moi, quelles sont tes futures aspirations? Qu'est-ce que tu comptes encore faire? Là, déjà, tu nous dis que sur Instagram, tu es vraiment dans cette pédagogie où tu nous apprends vraiment à nous déconstruire aussi quelque part par tes publications. Mais qu'est-ce qu'on peut encore s'attendre là dans l'avenir? Ok, alors déjà, dans un avenir normalement proche, pas trop longtemps, je dirais même proche, faut s'attendre à... déjà, je vais conclure, voilà, du coup, mes publications sur domination masculine et nouvelle masculinité. Ça, je vais clôturer ça. Et là, normalement, ensuite, prochainement, il y a une série de podcasts filmés qui vont sortir sur Insta, qu'on a fait avec un poteau à moi, Pierre, que je salue. Et donc, on a eu tout un tas de discussions avec différents et différentes intervenantes. On a parlé de plein de choses, on a parlé de féminisme, on a parlé de nouvelle masculinité, justement, on a parlé de représentation dans les médias, tu vois, des minorités, etc.
on a parlé de religion, on a parlé de plein de choses. On a parlé de plein de choses. Du coup, il faut s'attendre à ça dans un futur proche. Et alors, pour la suite, ouais, j'espère aussi encore plus de collaboration avec des personnes comme toi, en fait. Avec des personnes comme toi qui ont des projets qui ont du sens, qui sont porteurs d'un certain message. Il faut s'attendre à du nouveau aussi au niveau des articles. Parce que là, c'est que je suis dans une phase un peu, j'irai en pause un peu par rapport à tout ça. Mais il faut s'attendre à des sorties aussi à ce niveau-là. Et quelles sont petites dans ta vie un peu plus personnelle? Franchement, je dirais un seul truc. Juste au moins ça, et ce serait parfait pour la suite, c'est la santé. La santé, c'est bateau, hein, mais c'est la santé, parce qu'en vrai, sans ça, on fait rien. C'est vrai. Si tu n'as pas la santé, tu peux même pas aimer les gens correctement. Exactement. Tu peux même pas penser de manière lucide. Exactement. Donc la santé avant tout, et après, on verra. Bon, en tout cas, merci Nico. Merci à toi, c'était le feu, j'ai kiffé. Ouais, c'était super intéressant et franchement, on pouvait vraiment rester des heures et à vraiment continuer à faire vraiment ce travail que tu fais. Je pense que tout le monde est concerné, mais surtout dans nos communautés, je pense que c'est vraiment des personnes comme toi qu'il faut vraiment dans nos communautés pour vraiment nous déconstruire, mais vraiment parce que ce que tu dis, c'est des choses graves qui se passent dans nos communautés, mais on ne se rend pas compte parce que c'est une normalité. Ça, et ce que tu dis, ça nous permet de se déconstruire aussi. En tout cas, c'est une première pierre à ça. Exactement, c'est une première pierre. Ouais, donc vraiment, je t'encourage. Et de toute façon, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, plus principalement, Instagram. Sur Insta, comme c'est ça. C'est ça. Ok. Et voilà, merci infiniment. Merci à toi. Merci beaucoup.